Donc, merci encore pour l'invitation. Je n'ai pas forcément de conflit d'intérêt sur ce sujet-là et je suis ravi d'avoir participé à ces recos aussi avec et les urgentistes et les anesthésias, déjà parce que j'ai appris plein de trucs sur l'anesthésie, sur la prise en charge en aigu et aussi on a pu contribuer et échanger sur ce que vous voyez peut-être moins, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rééducateurs dans la salle. Par contre, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de monde qui bossait en aigu, et vous voyez moins peut-être les patients 1 an, 2 ans après. Nous, on les suit, et je vais vous raconter un petit peu ça, vous parler de ça, et puis on va pouvoir débattre sur ça. Parce que clairement, le trauma léger, c'est un enjeu de santé publique, vous le savez, c'est très fréquent et il y a des conséquences, on les a vues tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, des conséquences à court terme. Alors, syndrome post-commotionnel, troubles qui persistent, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans le débat sur la définition réelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, il y a déjà 10 à 20% des TC légers qui vont garder des séquelles dans les suites. Et surtout, et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est qu'on a ces troubles qui peuvent persister dans le temps, indépendamment de la présence de ces troubles. Alors, à long terme, on a des troubles cognitifs qui peuvent persister au-delà de 3 mois, voire parfois au-delà de 3 ans. Ça varie selon les cohortes. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Neurology qui est retrouvé aux alentours de 17%, mais il considérait que les gens présentaient des troubles cognitifs s'ils avaient plus de 2 domaines impactés, etc. Donc en fait, ça dépend de comment on les évalue, tout simplement. Mais entre les études, ça varie. On a entre 15 à 50% de troubles cognitifs qui peuvent persister. Je vous montre une méta-analyse qui est sortie il y a 4 ans dans PLOS ONE et qui retrouvait, vous voyez ici, on ne voit pas la flèche, c'est dommage, mais il y a un laser, superbe. Vous voyez ici, à 1 an, jusqu'à 50% de troubles cognitifs, c'était quand même beaucoup, qu'ils aient présenté ou non de syndrome post-commotionnel dans les suites. Donc ça, c'est assez intéressant. Et chose aussi à noter, c'est le risque de démence. C'est bien connu. Les traumas crâniens légers, y compris sur un seul trauma crânien léger, peut faire augmenter le risque de démence, encore plus quand ils sont répétés. On en a parlé tout à l'heure, évoqué vite fait à propos du sportif. Il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature sportive, je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait traiter le sportif pendant 1 heure, 2 heures, et puis c'est pas ma grande spécialité. On a quelqu'un à Bordeaux qui ne fait que ça. Mais il y a une étude qui est sortie dans le JAMA Neuro l'année dernière et qui montrait que les footballeurs étaient plus à risque de démence, sauf les goals. Et c'était proportionnel à la longueur de la carrière. Voilà, donc la Coupe du Monde commence bientôt. Je m'attends à retrouver pas mal de dégâts. Donc on va commencer, parce que nous sommes tous cliniciens, je vais vous raconter une histoire qui va parler aux urgentistes, pas aux neuroréas, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une dame de 30 ans qui a fait une chute sur une compétition d'équitation. C'est dangereux même quand on a la bombe. Elle est passée aux urgences à Bayonne, elle a eu un scanner sans anomalie, elle est repassée aux urgences à Bordeaux parce qu'elle gardait le lendemain ou le surlendemain des troubles de mémoire. Elle n'a pas eu de scanner, elle n'a pas été recontrôlée puisque le scanner initial était normal. Les recours ont été bien suivis forcément. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était tellement inquiète et puis elle connaissait du monde au CHU, etc. On m'a appelé, on m'a demandé de la voir en faisant un peu le forcing. Alors j'ai lâché et je l'ai prise entre deux en consultation et je l'ai vue un peu tôt, à 4 ou 5, je ne sais plus si c'était J4 ou J5, mais elle gardait clairement un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Elle était ralentie, elle le décrivait. Elle gardait un clair syndrome anxieux. Je ne sais pas si vous connaissez le score HAD, c'est un score pour évaluer l'anxiété, la dépression. C'est un score assez rapide à faire. Les cut-offs, c'est entre 7 et 10 pour l'anxiété et la dépression. Ça dépend des pathologies, des études, etc. Elle était à 17 sur l'anxiété, donc elle avait clairement un trouble anxieux. Un stress post-traumatique, j'ai fait des petits questionnaires de stress post-traumatique, elle avait un état d'hyperstimulation, elle présentait des céphalées et un syndrome vestibulaire, bref, quelque chose d'assez classique en post-TC et qui durait là jusqu'à J5. On l'a vu tout à l'heure dans les recos, quand ça commence à durer vraiment longtemps, au-delà de 48 heures, mais surtout au-delà de J7, il y a une indication à reconsulter. Là, je l'ai vu peut-être un peu tôt, mais bon. Voilà. La question qui se pose, dans ces cas-là, c'est quelle prise en charge, bien évidemment. Quelle prise en charge à court terme, quels sont tous les symptômes et quelle prise en charge à court terme, et quelle prise en charge surtout à long terme
pour éviter l'apparition de ces troubles cognitifs ou cette dégradation à long terme. Et la maladie chronique qui était évoquée tout à l'heure, ça c'est vraiment important. Alors, petit rappel après les TCL, mais ça vous connaissez, on a plusieurs symptômes qui peuvent arriver. On a des troubles oculomoteurs, on a des troubles visuels, neurovisuels, des troubles vestibulaires, cognitifs bien évidemment, une fatigue bien décrite par tous les patients, des troubles psychiatriques, anxiété, dépression, et des migraines et céphalées qui peuvent apparaître. Voilà, c'est la majorité des choses qui apparaissent après les TC. L'origine de ces troubles, elle est complexe, elle est multifactorielle. Je ne vais pas me lancer là-dedans déjà parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment très, très, très connue. Ce qui est sûr, c'est par exemple, ma collègue qui, elle, s'intéresse aux sportifs, a fait des études chez des sujets jeunes qui faisaient des têtes à répétition, des footballeurs qui faisaient des têtes à répétition. On a calibré le ballon, la vitesse du ballon, etc. Elle les a passés dans l'IRM avant, après. Ils n'avaient pas fait de TC léger, hein. Ils avaient juste fait des têtes, ce que vous allez voir pour ceux qui aiment le foot dès la semaine prochaine. Elle s'est aperçue qu'il y avait des modifications IRM fonctionnelles avant-après. On a fait aussi des analyses électrophysiologiques en TMS, etc. Il y avait aussi des petits changements. Est-ce que ça veut dire que ça induit des changements durables? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que les traumas induisent des changements fonctionnels et c'est lié à plein de choses qui ont été évoquées avant, des troubles certainement de la microglie, des troubles inflammatoires, etc. C'est en tout cas plusieurs facteurs et je suis très content que ça ait été évoqué. Ce n'est pas un trauma crânien, c'est plusieurs maladies, en fait c'est plusieurs physiopathologies qui souvent s'entremêlent et ça c'est assez intéressant. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qui est sûr c'est que ça peut donner des troubles et c'est pour ça que ça donne cette variété des troubles qu'on a vus juste avant. Alors, le but, comme je vous l'ai dit, là, cette patiente, elle était à J4, J5, c'est éventuellement éviter, dans un premier temps, que ces troubles persistent, éviter que ces syndromes post-commotionnels persistent dans le temps. Il y a des recommandations sur, déjà, une première chose, c'est le repos. Alors, il est recommandé, 24-48 heures, de se reposer, surtout chez le sportif, et le sportif, on peut aller au-delà. Bien évidemment. Je pense notamment aux sportifs qui sont à risque de refaire des traumas crâniens. J'ai vu un patient qui faisait du MMA, enfin, c'est un truc qui fait mal à la tête, vous devez avoir plus l'habitude d'en voir que moi. Il a fait un premier TC, son médecin du club lui a dit d'arrêter quelques jours, il est remonté sur le ring, boum, de suite, deuxième gros TC, tout simplement parce que les réflexes sont plus là. On l'a vu, ralentissement de la vitesse de traitement de l'information chez la patiente, mais les réflexes sont plus là, ou en tout cas, c'est plus aussi rapide. Et surtout sur ces sports-là à fort risque de contact, quand il n'y a plus ces réactions très rapides ou qu'on perd quelques millisecondes dans les réactions, on est très à risque de refaire des TC. C'est valable pour le rugbyman, c'est valable pour les boxeurs ou tous les sports de combat. Pour l'équitation, c'est aussi valable. Il faut avoir des réactions posturales très rapides, surtout en compétition. Ça peut entraîner un risque de deuxième TC. Alors, des études ont montré que dans les suites, la réassurance, la psychoéducation permettait de diminuer la durée des symptômes, permettait aussi un nombre de symptômes moindre à 6 mois. Juste dans cette étude-là, ils avaient fait un guide écrit de 10 pages et un entretien avec un psychologue. Tout ça, c'est pour renforcer le fait qu'il faut réellement informer les patients. Alors, il y a les informations qui peuvent être données écrites. Je pense que c'est important d'en rajouter une couche à l'oral et d'informer les patients sur ce risque de troubles qui peuvent persister, les rassurer sur le fait que normalement, ça doit disparaître et surtout les guider. Parce que si ça ne disparaît pas, il faut arriver à filiariser les choses et à les amener à reconsulter. Et on en parlera un petit peu après. Pour traiter les symptômes persistants, les céphalées, alors les traitements médicamenteux, ça reste assez discuté. Il y a des études qui ont essayé la gabapentine ou les tricycliques. Au final, si on prend à très long terme, l'efficacité était la même que les groupes sans traitement. Alors, ce sont des études rétrospectives. Ça avait un effet à court terme, mais pas à long terme. Voilà. Il y a des études qui ont été faites en toxine botulique aussi. Dans la migraine, on utilise beaucoup ça. En RTMS. Le niveau de preuve n'est pas excellent. Bon, il ne faut pas laisser les patients sans solution. Je pense qu'il faut gérer au coup par coup.
il n'y a pas forcément d'indication et en effet, là, il faut prendre le patient dans son individualité et au cas par cas. Les vertiges, on a une bonne efficacité de la rééducation vestibulaire parce que tout simplement les vertiges sont très souvent d'origine vestibulaire. Alors on peut avoir des VPPB mais aussi des vertiges qui ne sont pas réellement des VPPB et qui sont quand même d'origine vestibulaire. La rééducation marche bien. Il y a des études qui ont essayé la bêta-histine, ce genre de choses, mais ça reste assez cadré, assez facile à prendre en charge et les patients en sont assez satisfaits. La patiente, elle, avait bien récupéré après quelques séances de rééducation vestibulaire. La fatigue, c'est complexe. La fatigue, c'est complexe, elle a tendance à diminuer, mais elle peut perdurer. Ces fatigues d'origine neurologique, moi qui fais aussi beaucoup de post-AVC, on les voit très largement dans le post-AVC. Il y a bien sûr plein de facteurs confondants. La présence de troubles psychologiques, la présence de troubles du sommeil et de troubles cognitifs, bien sûr. On le voit aussi dans le Covid long, là, en ce moment, je baigne un peu là-dedans. Il n'y a pas de traitement miracle. Il y a quelques essais de méthylphénidate, mais étant donné la présence des troubles psychologiques, moi, je ne suis pas forcément pour, parce que le méthylphénidate rajoute de l'anxiété, bien évidemment. Le seul truc qu'on a sous la main, c'est l'activité physique, clairement, et l'éducation thérapeutique aussi, mais l'activité physique régulière, reprendre une activité physique, aérobie, etc., c'est ce qui marche le mieux pour toutes les fatigues chroniques. Voilà. Alors, des signes qui peuvent apparaître aussi après un TC, l'anosmie, la dysgeusie, clairement sous-estimée ces derniers temps, pas de solution de rééducation. Alors peut-être le Covid va changer les choses, parce que quand même ça nous a amené à mieux prendre en charge ces troubles-là. Est-ce que demain, les patients post-TC qui présentent des anosmies ou des dysgeusies pourront avoir de la rééducation bien codifiée dans les suites de ce qui a été développé en post-Covid à suivre? Alors, je vais m'intéresser bien sûr à deux éléments, les troubles cognitifs et les troubles neuropsychologiques et psychologiques qui peuvent apparaître dans les suites des TC, parce que c'est ça vraiment l'enjeu, je pense. Le type de trouble qui persiste au niveau cognitif, c'est les troubles attentionnels, troubles dits exécutifs, troubles de mémoire de travail essentiellement, ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, bien sûr. On a très peu de troubles en lien avec des lésions focales, comme des troubles du langage, comme des négligences, comme et même des troubles de la mémoire épisodique. Il n'y a pas trop d'atteinte hippocampique dans le TC léger, j'entends, c'est pas ce qui est au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est vraiment le trouble attentionnel, dit exécutif, ralentissement et mémoire de travail. Il y a un retentissement clair de ces troubles qui peuvent durer avec un retentissement sur le retour au travail, sur les participations, la qualité de vie. Il y a un enjeu à, de fait, bien les évaluer. Alors, les évaluations, c'est fait par des gens qui ont l'habitude. Donc, il y a les orthophonistes, c'est leur scope, hein, elles ont l'habitude, elles ne font pas que du langage. Il y a les équipes spécialisées en neuropsychologie, bien sûr. Il y a des évaluations qu'on peut mettre en place, écologiques, les ergothérapeutes ont l'habitude. Il y a aussi des questionnaires qui évaluent notamment le retentissement de manière globale. Je vous parle vite fait de la CIQ, c'est le questionnaire d'intégration communautaire qui est validé dans le TC, qui est notamment validé dans le TC grave, mais qui peut être utile aussi à la phase plus aiguë. Il y a le Rivermead, il y en a plein d'autres, des questionnaires sur le retentissement, mais c'est important de pouvoir évaluer. Ce n'est pas des outils que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est normal, chacun son job, nous on a plus l'habitude, et c'est pour ça qu'il va falloir bien orienter le patient pour qu'il tombe sur des gens qui ont l'habitude d'évaluer ce genre de choses. Alors, la prise en charge de ces troubles cognitifs, je vais parler d'abord des médicaments. Il y en a quelques-uns qui ont essayé les antidépresseurs ou ce genre de choses. C'est très hétérogène dans la littérature, c'est en fonction du terrain psychologique. Il n'y a pas de médicaments miracles pour traiter les troubles cognitifs. Il y en a, c'est de nouvelles techniques qui ont parlé de stimulation magnétique transcrânienne répétitive, ça c'est mon dada. Ils stimulaient le dorsolatéral préfrontal gauche. Il y a peu d'études. Il y en a qui ont retrouvé des améliorations, mémoire de travail, fonction exécutive, etc. C'est encore trop en marge, je pense, et c'est surtout des petits effectifs. C'est assez récent. Il y a peu d'études, peut-être, c'est prometteur, ça peut être indiqué, mais à mon avis, ça reste en marge pour l'instant. La question hyperbar, il y a quelques trucs qui sont sortis, parce que c'est plus un effet de mode, il y a une grosse hétérogénéité dans la littérature. Il y a des choses qui sont sorties aussi sur l'AVC, là, je sais pas. Enfin, il n'y a pas d'evidence-based, en tout cas, ni dans l'AVC ni dans le TC, suffisante pour proposer du question hyperbar systématique. Et la physiologie de ceux qui sont hyperbares, elle reste
discutable, parce que si on ne connaît pas la physiopathologie dessous du TC, comment on pourrait expliquer réellement les effets du caisson? Bref, ça a été essayé, avec des résultats trop hétérogènes à mon sens pour être mis de manière systématique. Non, ce qui marche le mieux, clairement, et ce qui a fait largement ses preuves, c'est la rééducation cognitive classique, c'est la prise en charge en neuropsychologie, en orthophonie. Il y a des approches spécifiques des traumas crâniens qui ont fonctionné chez le trauma crânien léger, qu'on utilisait déjà depuis longtemps et qui avait été validé avec un bon niveau de preuve chez le TC modéré ou sévère. On retrouve les mêmes effets chez le TC léger. C'est des approches très habituelles et très classiques. Donc ça reste quand même le cœur de la prise en charge. Et je pense que le cœur de la prise en charge aussi, il est de prendre le patient dans sa globalité. Et ça, on a un peu l'habitude en MPR, forcément. Proposer des programmes multiples. Alors ça a été bien proposé dans la littérature en combinant la prise en charge de tous les troubles, sommeil, vestibulaire, oculomoteur, cognitif, pas que le cognitif. Et donc c'est pour ça que pour les patients qui présentent les plus grosses difficultés, à mon avis, le recours à des équipes spécialisées pluridisciplinaires est très utile. Réalité virtuelle et approche informatisée, j'en parle un petit peu parce que la réalité virtuelle permet une approche assez complémentaire au face-à-face, permet parfois une approche écologique et surtout l'approche informatisée peut être utile et je vais vous en parler après, vous allez vite fait comprendre pourquoi. La méditation, mindfulness, ça a été testé, quelques éléments positifs, pareil, trop peu de recul, pourquoi pas dans une approche globale. Les troubles psychologiques, même principe que pour les troubles cognitifs. Ils sont complexes. Ce qui apparaît en premier, c'est bien sûr l'anxiété et la dépression. L'exemple de la patiente, il est assez clair et assez typique. Plus rarement des troubles compulsifs, des phobies, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, c'est très anecdotique. Anxiété et dépression, ça reste la majorité des cas. Et du stress post-traumatique qui peut être très présent. Et bien, même principe, la prise en charge, elle est basée sur les thérapies cognitivo-comportementales et les trucs qui marchent, qu'on connaît, qui marchent bien. Le MDR a été testé par Cédric et avec une efficacité, y compris chez certains TC, dans le syndrome de stress post-traumatique. Les troubles du sommeil associés sont à prendre en charge, bien sûr. La mélatonine, elle peut être testée. Les hypnotiques, je vous déconseille. Et même principe, méditation, mindfulness, tout ça, ça a été testé avec des effets assez intéressants, mais ça reste encore assez anecdotique. Je voudrais juste parler des troubles comportementaux. Je me suis dit que c'était important de le rajouter parce qu'on est parfois appelé par nos neurochirurgiens, par nos neuroréanimateurs, pour les troubles comportementaux. Alors, ils sont moins présents dans le TC léger, clairement, que dans le modéré ou sévère. Je vous rappelle l'importance de la prise en charge non médicamenteuse. Tiens, j'ai oublié d'enlever une ligne, désolé. Je vous rappelle l'importance de la prise en charge non médicamenteuse, c'est clair. Les médicaments à utiliser, je me permets juste ce petit rappel, éviter les benzos et les neuroleptiques si possible, prioriser les thymorégulateurs ou le propranolol qui est efficace hors AMM, mais qui est très efficace sur ces troubles comportementaux, surtout quand ils sont chroniques, chez les patients. C'est quand même moins présent chez les troubles, chez les TC légers que chez les modérés ou sévères, mais ça me paraissait important de caser ça à un moment. Alors, je voudrais retourner juste à notre petite dame qu'on a vue. On l'a revue un peu tard parce que l'été est passé, parce qu'on lui avait dit recontactez-nous. Et bref, on l'a revue à 4 mois. Je vous ai mis toutes les batteries de tests qu'on fait là, sur le plan exécutif. C'est à peu près normal, vous voyez, moins 0,27 écart type, c'est tout à fait normal sur la flexibilité. Bref, les fonctions exécutives étaient pas mal. Des petites anomalies pour ceux qui ont l'habitude sur la mémoire épisodique, le rappel libre, le rappel indicé, avec des hétérogénéités. Vous voyez, moins 3 écarts type là, et puis ça redescend après sur le rappel différé. Bref, quelque chose d'assez hétérogène, alors que pour le coup, l'attention soutenue, elle, est assez impactée. Donc je pense que ces troubles de mémoire épisodique sont plus dus à des fluctuations de l'attention. Donc elle gardait 4 mois après des troubles de l'attention.
Les troubles de l'humeur s'étaient rétablis, hein, plus de troubles de l'humeur, plus d'apathie, pas de fatigue et plus de céphalée. Les troubles vestibulaires ont diminué. Je vous mets la synthèse parce que souvent on lit que la synthèse. Enfin, moi j'aime bien les scores détaillés, c'est pour ça que je les ai mis, mais c'est un peu pour moi et pas tant pour vous. Je vous présente la synthèse de notre neuropsychologue. Donc cette dame, elle était commerciale, elle réalisait de nombreux déplacements sur Bordeaux. Elle a quand même fait un arrêt de travail pendant 3 semaines. Elle a repris à temps plein et c'est pour ça que j'aurais peut-être aimé la voir un peu avant, parce que peut-être que la reprise à temps plein a été un peu rude. Heureusement, elle avait un entourage professionnel qui lui a permis de reprendre une activité croissante et assez bienveillant, puisque le manager l'a rassuré sur ses performances. Elle a retrouvé un niveau de performance qui est maintenant équivalent. Bon, c'est quand même des choses, des informations à donner aux patients de façon à ce qu'ils ne se mettent pas dans le rouge à la reprise. Donc, comme je vous disais, le bilan retrouvait des troubles essentiellement attentionnels et plus de symptomatologie anxio-dépressive. Donc, cette dame, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Alors, vous allez me dire, on peut lui faire une ordonnance d'orthophonie et la laisser partir en ville. Ouais. Ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que, un, elle n'ira pas, deux, elle va continuer à bosser et ça va être difficile de caser de l'orthophonie là-dedans, et trois, on aurait quand même envie de travailler l'attention. Donc il y a clairement un enjeu, et je vais vous présenter l'équipe qu'on a mise en place, mais c'est juste un exemple, et c'est pour vous dire combien je pense qu'il est important de filiariser les choses avec des équipes qui ont l'habitude de prendre en charge les troubles neuropsychologiques. Parce que l'enjeu, après une lésion cérébrale, bien sûr, c'est de récupérer, et c'est de récupérer, si possible, dans la première année, pour éviter le retentissement sur la réinsertion et optimiser, bien sûr, la rééducation. Le seul problème, vous devez le constater dans les services de réa tous les jours, c'est que les ressources en SSR neuro, elles sont limitées. Et elles sont d'autant plus limitées que ces patients-là rentrent à la maison et ne nécessitent pas de SSR neuro, bien sûr, pas d'hospitalisation. Nous, clairement, à Bordeaux, même en Gironde, je crois qu'en termes de lits de SSR neuro, il n'y a que Mayotte derrière nous. Donc c'est un peu la cata. Ils sont tous sur la côte basque, c'est normal, c'est pour le surf, tout ça, mais clairement, on en manque. Et les orthophonistes en ambulatoire, voilà la Nouvelle-Aquitaine, même principe, hein, par la côte basque et puis aux alentours de Bordeaux, très vite, vous arrivez dans le rouge. Donc, il y a des bilans pluridisciplinaires qui sont recommandés en post-AVC, il y a des bilans pluridisciplinaires, là, je pense, qui sont recommandés dans le post-TC. Il y a une insuffisance, il faut arriver à filiariser. Ce qu'on avait proposé, nous, c'était d'organiser avec de la télé ou de l'autorééducation. Il faut savoir que la rééducation assistée par ordinateur, la télé-rééducation, voire l'autorééducation, a montré une certaine efficacité, pas forcément que dans le trauma crânien, mais plutôt d'ailleurs dans le modèle de l'AVC, c'est quand même le modèle le plus largement utilisé, mais on sait que c'est efficace. Et maintenant, depuis la crise Covid, il y a une tarification en plus. Donc nous, on a monté cette équipe pour bilanter, évaluer de manière pluridisciplinaire et permettre l'auto et la télérééducation avec des bilans à 1 mois, 6 mois, 1 an, pour déterminer qui peut bénéficier d'auto et télérééducation, pour orienter et pour prendre en charge. Je finis rapidement. Je voulais juste, du coup, finir avec un petit take-home message. Vraiment, le risque est non négligeable dans les séquelles à long terme pour le trauma crânien léger. Il y a une nécessité d'informer de manière claire à la phase aiguë et surtout d'organiser le suivi quand c'est nécessaire parce que le risque de séquelles est présent. Donc il faut aussi, petite chose, on en parlait tout à l'heure en aparté, repérer les patients qui ont des polytraumas avec trauma crânien léger. Nous, on essaie de sensibiliser les chirurgiens orthopédistes parce que de temps en temps, ils ont une fracture, mais ils ont aussi tapé la tête, etc. Forcément, il y a un enjeu pour ces patients polytraumas qui ont des traumas légers et que vous voyez là pour le coup. Il y a un enjeu à informer, à construire un parcours spécifique. On a essayé de le faire avec les urgences. On a essayé même de screener tous les patients qui sortaient avec un TCL des urgences. On n'a pas réussi, on n'a même pas explosé en termes de capacité d'accueil, c'est juste qu'on n'arrivait pas à suivre les patients parce qu'en fait, ils partaient dans la nature et, comme je vous ai dit, ils ne sont pas tous avec des troubles et ils ne voyaient pas l'intérêt, donc on les appelait dans le vide. Mais en tout cas, il y a besoin d'informer et qu'ils connaissent
les médecins ou les équipes de recours, que ce soit en ambulatoire ou en neurorééducation. Ça, je pense que c'est important, mais vous devez déjà travailler avec les neurorééducateurs, donc je ne doute pas que vous identifierez les bonnes filières avec une prise en charge en ambulatoire, une psychoéducation, de la télérééducation quand on peut. Cette dame, elle avait bénéficié de télérééducation, surtout que, du fait du manque d'accès en ambulatoire. J'ai presque pas dépassé. Et je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre à vos questions.